Les 5 théories de Didi Chandouidoui sur Dragon Ball. On va se mater ça ensemble aujourd'hui et on va voir si elles sont crédibles ou pas. Allez, c'est parti. Krillin n'a pas donné car il est un grand brûlé. En effet, notre petit chauve préféré possède 6 points sur le crâne. Et si vous ne le saviez pas, ces 6 points sont en réalité les marques d'une brûlure reçue lors de sa formation au temple d'Orin. Mais selon cette théorie, contrairement à ses camarades, c'est le visage entier de Krillin qui prit feu, lui faisant disparaître son nez à tout jamais. D'ailleurs, ce sera aussi pour ça que malgré son jeune âge, il n'a pas de cheveux. Donc d'après cette théorie, Krillin n'aurait pas de nez parce qu'il aurait été brûlé. Alors il faut savoir que le temple Orin trouve son origine dans les temples Shaolin. Effectivement, les points que Krillin a sur le front sont des brûlures d'encens, mais qui sont faits avec une petite tige. Je vois pas trop comment il aurait pu se brûler le nez avec ça. Ce qui vient ensuite détruire cette théorie, c'est que Akira Toriyama a dit en interview que c'était une caractéristique spécifique de Krillin et que d'ailleurs il respirait par la peau. Du coup la théorie, elle est foutue. Voyons la deuxième. Le Dragon Ball est nazi ou à minima juste raciste. Oula. Les Super Saiyan ou Super Saiyajin dont les initiales sont SS sont des êtres aux cheveux blonds et aux yeux clairs qui sont censés être les plus purs et les plus puissants. Ouais, je sais, la pause arrive super vite. Alors effectivement, les initiales de Super Saiyajin, c'est SS. Sauf qu'en japonais, il n'y a pas d'alphabet, il y a un syllabilaire. Donc on ne peut pas parler d'initiales. Et si on prend les premiers hiragana ou katakana, pour Super ce sera Su, et pour Saiyan ce sera Sa, Su, Sa, ce qui n'a rien à voir avec les SS. De l'univers, chassés de leur planète par un peuple métissé, dans le sens où Freezer et ses semblables ont une large palette biologique, Goku atterrira sur Terre où il devra vaincre l'armée rouge, enfin du ruban rouge, et où les seules personnes de couleur mises au premier plan sont des serviteurs. Dragon Ball serait ainsi une œuvre nazie qui voudrait prouver... Bon, pour ça, pas grand chose à dire, à part que Black c'est pas un serviteur, c'est le numéro 2 de l'armée du ruban rouge, va falloir doser un moment les gars. Je trouve personnellement que la théorie ne tient pas, on va voir la troisième. Théorie à 3 étoiles, les 5 minutes. Rappelez-vous, Arc Freezer, on est sur Namek, et Freezer annonce que la planète sera détruite dans 5 minutes. Le combat va s'étaler sur 15 épisodes, et ces 5 minutes se transformeront pour les spectateurs en plus de 4 heures. La scène des 5 minutes est aujourd'hui l'une des scènes les plus détournées du manga, les gens aiment bien taper sur ce passage, mais... Et si Goku et Freezer étaient devenus tellement rapides que nous avions en fait vu leur combat en slow motion? Alors là pour le coup j'aime beaucoup cette théorie. J'ai quand même une petite chose à dire, c'est que de base dans le manga ça ne se passe clairement pas comme ça. Je rappelle que c'est le manga qui est canon et pas l'animé, mais effectivement cette explication sur les 5 minutes me plaît beaucoup. Et Théorie à 4 étoiles, les 5 minutes partie 2. Décidément, il y en a qui tiennent vraiment à défendre cette scène. Selon cette autre théorie, cette histoire de 5 minutes annoncée par Freezer ne serait qu'une histoire de gravité. D'après la théorie de la relativité d'Einstein, plus un objet est massif et plus le temps s'écoule lentement à sa surface par rapport à un observateur situé dans un environnement où la gravité est moins intense. je suis désolé là pour le coup faut pas être expert en Dragon Ball mais plutôt en physique, donc je vais m'abstenir d'un quelconque commentaire. Théorie à 5 étoiles, la mère de Bulma est un cyborg. Et ouais, aviez-vous remarqué que contrairement à la plupart des personnages, la mère de Bulma, de son doux nom Bikini, ne vieillit jamais. Bikini? Attends, non, pas... Ah voilà, Panchi. Ok, c'est ce qui me semblait, ouais. Panchi, je l'avais plus, hein, je vais pas faire le mytho, je l'avais plus. Bikini... Attends, parce qu'ils mettent Bikini aussi. Pour moi c'était Panchi. Son prénom n'est jamais révélé dans le manga ou dans l'anime. Akira Toriyama a cependant déclaré que s'il avait dû donner un nom, il l'aurait très certainement appelé Panchi. Depuis son prénom officiel est apparu dans le jeu vidéo Dragon Ball Z Kakarot sorti en 2020, je ne savais pas. Et bah donc, j'apprends un truc. Pour moi ça reste Panchi. Mais dans l'arc bout, elle est censée approcher les 70 ans, et quand on la compare au père de Bulma, qui lui vieillit véritablement, on se dit qu'il y a vraiment un problème. Le père de Bulma, justement, le docteur Brief, est le plus grand scientifique de la planète. Il construit des vaisseaux, c'est d'ailleurs lui qui a élaboré les salles d'entraînement de gravité dont on parlait à l'instant, et surtout il a travaillé avec le docteur Gero, qui est celui qui a créé les cyborgs. De là à dire que Brief s'est créé une... À quel moment il a bossé avec Gero? Il a dit qu'il l'avait déjà rencontré, mais il a pas bossé avec Gero, hein? Non. âme artificielle, eh bien, il n'y a qu'un pas. À côté de ça, la théorie se tient complètement, hein. Alors attention, je ne dis pas que c'est vrai. Mettons les choses au point, pour qu'une théorie soit validée, il faut juste que ça ne rentre pas en contradiction avec ce qu'on a vu dans Dragon Ball. À titre personnel, je ne pense pas du tout que Panchi soit une androïde. Mais il faut reconnaître que c'est tout simplement possible, oui. Rien ne vient contredire ça. Même si pour aller contre cette théorie, je dois quand même ajouter que Brief n'a certainement pas les compétences pour faire des androïdes. Théorie à 6 étoiles, le vœu de Bulma. Retour aux sources. Quand Goku était petit, que Bulma cherchait nos fameuses boules pour réaliser un vœu. Celui de trouver un petit ami. Au fil du manga, ses priorités changent. Elle se concentre davantage sur ses aventures aux côtés de Goku, ainsi que sur ses propres projets scientifiques. La saga de Dragon Ball sans Z se termine alors, et au final, Bulma n'aura jamais fait son vœu. Puis, Ellipse, arrive la saga Z quelques années plus tard, et voilà que Vegeta débarque, tout l'arc des Saiyans, puis l'arc de Namek, puis à nouveau une ellipse avant l'arc Cell. Et pendant cette ellipse, à la plus grande surprise des lecteurs et des spectateurs, Bulma et Vegeta se sont mis ensemble. Et si Bulma, durant la première ellipse entre Dragon Ball sans Z et Dragon Ball Z, avait en fait rassemblé les Dragon Ball pour enfin réaliser son vœu? Un vœu du style, je veux un petit ami et il faut qu'il soit fort comme Goku, mais plus intelligent que Goku, et il faudrait qu'il soit un prince aussi. Après tout, pourquoi pas, il a pu se passer énormément de... Alors en termes de temporalité, c'est carrément possible, puisqu'il y a plusieurs années qui se passent entre Piccolo et Raditz. Maintenant, Dragon Ball nous a montré que les vœux ne fonctionnaient pas de cette manière-là. Pas d'une
manière aussi vicieuse. Si Bulma avait réellement demandé un petit ami, Shenron lui en aurait apporté un tout simplement. En plus de cela, ça ne correspondrait pas au message de Dragon Ball. En effet, dans l'arc Pilaf, le tout premier arc, on te montre que ce qui est important, c'est le voyage et pas la finalité. Comment Toriyama nous montre ça? Eh bien tout simplement parce que personne n'obtient son souhait, mais tout le monde est satisfait à la fin. Bulma a fait le voyage pour se trouver un petit ami à travers un vœu, et finalement elle en trouvera un sans avoir fait de vœu. Goku partait juste à l'aventure, et au final le seul qui va avoir quelque chose, c'est Oolong qui est perverti. Donc ce serait totalement en opposition avec le message de Toriyama. Pour moi, c'est invalidé. Bon, ça c'était pour les mini-théories, maintenant on plonge dans le dur, dans le vif du sujet, je suis impatient. S'il est évident que des œuvres comme One Piece ou Naruto ne seraient rien sans Dragon Ball, à tel point que des gens débattent encore sur les réseaux à propos de quel manga on est le plus bel héritage, il se pourrait bien qu'en réalité, et contre toute attente, l'œuvre qui a été le plus influencée par le travail de Toriyama soit Pokémon. Alors attention, c'est de la théorie et les gars de chez Game Freak sont plutôt discrets quant à leurs inspirations, mais vous allez voir, il y a de quoi se poser des questions. Tout d'abord, les jeux Pokémon, c'est avant tout des jeux d'aventure où le joueur doit capturer des monstres avec ce que l'on appelle des Pokéballs. Des Pokéballs qui vont miniaturiser le monstre en question afin de l'enfermer au sein de l'artefact. Pour refaire appel au monstre capturé, il faut relancer la Pokéball utilisée et le Pokémon réapparaît à sa taille normale. Tout ceci rappelle étrangement les capsules de Dragon Ball qui permettent à nos héros de Alors oui, mais c'est tiré par les cheveux de ouf. Mais en soi oui, en soi oui. C'est vrai que les Pokéballs font penser aux capsules. Hop boy, mais c'est tiré par les cheveux. Sur la taille des objets afin de voyager avec. Anecdote intéressante, lorsque Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon, va présenter pour la première fois son projet à Nintendo en 90, le projet s'appelle Capsule Monster et il ne deviendra Pokémon Monster que plusieurs années plus tard. Mais en plus de cette mécanique centrale, il y a aussi les Pokémon en eux-mêmes qui peuvent nous rappeler le monde de Dragon Ball. Lors des premières ébauches de Capsule Monster, Satoshi Tajiri met l'accent sur de gigantesques monstres à mi-chemin entre les dinosaures et les kaiju. Et on retrouve parmi les premiers Pokémon créés des monstres comme Rhinophéros, Nidoking, Loclas ou même Kangorex. Dans le monde de Dragon Ball, les dinosaures n'ont pas disparu de la Terre et diverses créatures viendront se mêler aux péripéties de Goku, des monstres qui peuvent curieusement se rapprocher des premiers designs de Capsule Monster. Mais cette théorie va encore plus loin en prétendant que l'ombre de Toriyama plane encore et toujours sur Pokémon. Par exemple, une grande partie des Pokémon de Kanto serait directement inspirée de ceux de Dragon Quest, œuvre co-réalisée par Toriyama. De plus, Monsieur Mime peut faire penser à Chaozu, Liputu peut évoquer Mr. Popo, Rayquaza ne serait qu'une copie de Shenron, Mewtwo serait une référence à Freezer, sans oublier ses méga évolutions qui se... Alors ça, alors tous les trucs là, non, enfin c'est bon, c'est des chara-design de dinosaures, faut arrêter les conneries. Par contre, effectivement, oui, Freezer, Mewtwo, on sent l'inspiration. On sent l'inspiration de ouf, ça y a pas de problème, je suis d'accord avec ça. Chacune un hommage à Cell et un hommage à Boo. En dehors des monstres en eux-mêmes, l'aura sphère rappelle carrément le Kamehameha et les capacités Z, bon, même le nom déjà, un Z, mais surtout, la capacité Z d'Oratoria nous rappelle forcément une certaine technique iconique de Goku. J'avoue, le Genki Dama, alors autant le Kamehameha, oui, si tu veux, mais le Genki Dama, je la connaissais pas cette technique dans Pokémon. Ouais, c'est un Genki Dama, c'est bravo, bien vu. Tout ceci n'est-il qu'une énorme coïncidence, ou Pokémon est-il véritablement inspiré par Dragon Ball? À vous d'y répondre dans les commentaires, mais il est indéniable que l'ombre de Toriyama plane sur beaucoup plus d'univers qu'on ne l'imagine. Non, c'est vrai que, alors il y a de l'inspiration, pas autant, je pense, après ça c'est mon avis à moi, je pense qu'il n'y en a pas autant que ce qu'il dit, mais c'est vrai que Mewtwo, Freezer, ouais, c'est quand même assez impressionnant, et voilà, mais joli clin d'œil, Ah, Gohan, quel personnage. Durant l'arc des Saiyans, à seulement 5 ans, sa puissance est telle que même Vegeta est choqué. Quelques années plus tard, durant l'arc Cell, il atteint le Super Saiyan 2 alors qu'il n'a que 10 ans. 7 ans plus tard, il est même capable de manier la Z-Sword, épée légendaire que même les Kaioshin n'arrivaient pas à retirer. Bon, il y a des... tout est pas vrai, mais on va pas chipoter, c'est du détail, on chipote pas, on va pas en parler, on s'en fout. Ça change rien au propos, je pense. Jeune prodige, incontestablement l'un des personnages les plus puissants de l'univers, Gohan déteste pourtant la violence. Il n'aime pas se battre, tout ce qu'il souhaite c'est de vivre en paix avec sa famille et de devenir un grand savant. Mais alors, s'il n'aime pas se battre, d'où lui vient toute cette puissance? Si on compare avec le parcours de son père, Goku a dû travailler dur, il a dû s'entraîner durant des années avant de n'atteindre ne serait-ce que le Super Saiyan 1. Alors qu'en plus, Goku adore se battre. Alors, qu'est-ce que, pourquoi, comment? Eh bien, selon cette théorie, Gohan serait aussi puissant, car il est un hybride. Rappelez-vous, pour atteindre le stade de Super Saiyan, il faut que le Saiyan, suffisamment entraîné, se laisse emporter par une vague de colère. Alors, petite pause, parce que pour le coup, c'est pas une théorie. C'est dit. C'est supposé par Vegeta, qui dit que oui, peut-être que les métis Saiyan humains sont plus puissants, ça c'est supposé par Vegeta, et ça a aussi été dit par Akira Toriyama, qui dit que justement, les hybrides Saiyan humains ont plus de cellules S, donc plus de facilité à se transformer en Super Saiyan. Voilà, donc ça pour le coup c'est pas du tout une théorie les gars, c'est juste la pure vérité. Mais, si Gohan semble certes ultra puissant, qu'en est-il de Goten, qui semble encore plus puissant? À seulement 7 ans, il passe... Je le sens gros comme une maison! Oui! Je le sens gros comme une maison! Voilà, il faut nous faire le coup de... Il a conçu Goten en Super Saiyan! J'en suis sûr.
stade de Super Saiyan tranquillou, sans excès de colère en plus, il fusionne avec Trunks, bref, les générations sont de plus en plus cheatées ou... Non, vous inquiétez pas, il y aurait une raison. Goten est né quelques mois après la mort de Goku dans l'arc Cell. Et, à cette période, souvenez-vous, Goku se trimballe toujours partout en Super Saiyan. Alors, s'il fait tout en Super Saiyan, absolument tout, mais vraiment absolument tout, il n'est pas impossible qu'il ait conçu Goten en Super Saiyan. Ceci expliquerait les facilités de son fils, à la fois hybride comme le grand. Bon, qu'on soit d'accord, c'est le cas. Voilà. Il a été conçu en Super Saiyan, c'est le cas. C'est le cas. Est-ce que ça change quelque chose à la génétique? Je ne pense pas. Mais voilà. En fait, après, en plus, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il sous-entend que Goten est plus fort que Gohan. Absolument pas. Goten est plus précoce que Gohan. Parce que Goten se transforme en SSJ avant Gohan. Mais voilà, ça s'arrête là. En termes de force, je veux dire, quand tu évolues un tout petit peu, Gohan est bien au-dessus de Goten. Hein. Donc, non. S'il y a bien un mystère dans Dragon Ball, c'est bien la race de Freezer. Déjà, on ne sait même pas son nom, on l'appelle juste la race de Freezer. On ne sait même pas combien ils sont, depuis quand ils... Oui, parce qu'on précise que les démons du froid, c'est pas officiel. Hein. Même si, bon, moi, je les appelle comme ça. existent et surtout, quelle est leur planète d'origine? En vrai, je trouve ça plutôt fou. La première apparition de Freezer date de 1989 et on est là, 35 ans plus tard, à encore se demander d'où il sort. Déjà les bases, Freezer, c'est pas le seul de son espèce qu'on a connu. On connaît aussi le roi Cold, le père de Freezer, et Cooler, le frère de Freezer, et bah c'est tout en fait. Le reste... Cooler. C'est pas Cold, c'est pas Cooler, c'est Koola. Voilà, pour ceux qui vont dire oui, gna gna gna. Koola en français et en japonais, Cooler en anglais. Voilà. Pourquoi on parle d'anglais, je ne sais pas. C'est une œuvre japonaise. On est en France, donc tu l'appelles en japonais ou en français? Bon, après, je m'en fous. Mais c'est Koola. Voilà, c'est Koola. Pardon. On s'en fout en plus. Et Koola n'est pas canon, hein, dit comme ça. Ah, ça change pas grand chose, mais il est pas canon. De leurs congénères qu'on connaît, bah c'est des ancêtres d'il y a des milliers d'années comme Child ou encore des congénères comme Frost qui viennent d'univers différents. Mais... Alors Frost oui, canon, tout ça. Child n'est pas du tout canon, et Child a été, de base, c'est un fan manga. Hein. De base, qui a été officialisé certes, mais c'est un fan manga, donc je veux même pas entendre parler de lui dans ta théorie, mon frère. C'est mort. Dans le présent de l'œuvre et dans l'univers 7, la race de Freezer reste un mystère. Selon les dires du roi Cold, la suprématie de l'univers a toujours appartenu à son espèce. Cependant, depuis que Trunks l'a terrassé, on n'a jamais recroisé quiconque appartenant à cette espèce et provenant de l'univers 7. Alors il a pas dit que... Enfin, il a pas dit que c'était de tout temps. Hein. Il a dit que voilà, la suprématie actuelle, c'était eux, c'est lui d'ailleurs, mais il n'a pas parlé du passé. Hein. On aurait pu s'attendre à de nouvelles représailles de la race de Freezer, mais non, tout porte à croire qu'elle n'existe plus. Pourquoi n'avons-nous jamais revu d'autres congénères de Freezer? Le débat fait rage sur internet. Il y a 3 grandes idées qui s'affrontent depuis des années. 3 idées qui partent chacune du principe que la race de Freezer est, depuis l'arrivée de Trunks du futur, éteinte pour toujours. La première hypothèse, c'est que la race de Freezer n'a jamais été une race en premier lieu. Quelques parties du corps de Freezer et des siens semblent comme artificielles, sans compter leurs nombreuses transformations, et certains aiment penser qu'ils étaient donc déjà des cyborgs avant même leur réelle introduction dans l'arc suivant. Il n'y aurait aucune race de Freezer à chercher, car elle n'existerait pas. La deuxième hypothèse... Honnêtement, ça c'est super intéressant. Rien ne nous indique le contraire, c'est tout à fait possible. Voilà, je ne pense pas, personnellement je ne pense pas, mais il n'y a rien qui t'indique le contraire. Beaucoup plus accepté sur les forums, c'est que les individus de cette espèce inconnue se sont entretués. Tous les membres que l'on connaît sont des psychopathes tyranniques et d'ailleurs on sait qu'ils possèdent plusieurs formes afin de canaliser leur haine et leur soif de violence. Ça aussi, ça tient tout à fait debout. Ouais, ça se tient de ouf. De ce fait, il ne serait pas inconcevable que si le roi Cold était le roi, c'est car il avait écrasé toute concurrence. Ainsi, il serait normal qu'on n'ait jamais vu d'autres individus dans le présent extérieur à cette famille, car ils auraient tous été tués par cette famille. Mais une troisième théorie, ma petite préférée si vous me demandez mon avis, suggère plutôt que la race de Freezer a été décimée par Majin Buu, des millions d'années avant que... Alors ça, je vais pas mytho, je l'ai déjà vu avant, elle est incroyable. Là, j'ai kiffé. J'ai kiffé, ce truc-là, je l'ai vu, voilà, j'ai dans des extraits de la vidéo. Ouais, je vous laisse regarder. Les événements du manga prennent place, Majin Buu a tenté de détruire l'univers et pour ce faire, il a commencé à décimer une bonne partie des planètes habitables de la galaxie. On nous raconte ça pour la première fois dans le tome 37 et regardez bien cette case. Oubliez le dialogue, oubliez la fumée derrière les bulles. En bas, à gauche, se trouve l'une des nombreuses victimes de Buu. Et cette victime ressemble, à s'y méprendre, à l'une des transformations de Freezer. Ça, c'est ouf. C'est ouf parce que c'est totalement vrai. C'est totalement vrai et c'est juste incroyable. Pourquoi? Parce que en plus, dans Dragon Ball Super, on apprend que Cold aurait dit à Freezer de ne jamais se battre contre Majin Buu. Et ça, du coup, ça pourrait être justement un traumatisme des générations passées de la race de Freezer qui aurait perpétué ce truc-là de il nous a tous massacrés, etc. Et donc ça expliquerait pourquoi Cold a dit ça à son fils.
cette théorie, elle est géniale. J'y avais pas du tout pensé. Je l'ai découvert en regardant la vidéo de Didi Chandodoui. Elle est magnifique. Franchement, bon, je vous laisse la fin. Boo a-t-il détruit, il y a des milliers d'années, la planète d'origine des ancêtres de Freezer? La lignée de Freezer était-elle, depuis, la seule survivante de ce massacre? Le mystère, contrairement à Freezer, reste entier. Contrairement à... Je viens de capter la blague, je suis nul. Oula. Ah, ça va. On a là une théorie qui divise. Je préfère prévenir. Ah, je pense, J'ai déjà vu des gens s'engueuler à cause de cette théorie. Pitié, soyez sympas entre vous dans les commentaires. Soit vous allez trouver que c'est la pire théorie de Dragon Ball, la pire théorie du monde, soit au contraire, vous allez trouver que c'est la meilleure. Le Super Saiyan, qu'est-ce que c'est? Eh bien de base, c'est une légende selon laquelle tous les 1000 ans, au sein des Saiyans, un être ayant une puissance 50 fois supérieure à celle de ses congénères apparaît. Un être que l'on a... Alors 50 fois supérieur, c'est pas dit, hein, même si... Enfin voilà, c'est ce qui est fait, mais en tout cas, dans la légende, ce n'est pas dit. Il y a un être exceptionnel qui arrive. En tout cas, oui, tous les 1000 ans, tout ça, c'est vrai. Appelle donc le Super Saiyan. Rappelons que c'est justement à cause de cette légende que Freezer décide de détruire la planète Vegeta, par peur qu'un Super Saiyan n'apparaisse. Pendant longtemps, le Super... Alors ça a été modifié, ça c'est vrai, hein, je dis pas que c'est faux, mais ça a été modifié dans DBS, puisque on apprend en fait que c'est Bilus qui a demandé à Freezer de détruire la planète, mais peu importe. Je voulais le préciser. Saiyan original était considéré comme une figure mythique, le premier Saiyan à s'être élevé à cet état. Cependant, aujourd'hui, il n'est plus une figure mythique. On sait qu'il s'appelait Yamoshi, qu'il possédait un cœur pur et qu'il a débuté une rébellion pour sauver sa planète, mais qu'il succomba tout de même, vaincu par ses ennemis. Dans le temps auquel le manga nous a habitués, certains se sont posé la question. Et si Yamoshi, ce serait pas un gars qu'on connaissait, au final? Et si Yamoshi était Bardock, le père de Goku? Dans l'épisode spécial de Bardock, ce dernier se fait projeter dans le passé et se retrouve sur la planète Plante, qui est en réalité... Ça c'est pas canon. Ok, ça c'est un fan manga devenu officiel, devenu TV spécial. Donc, voilà. La planète Vegeta 1000 ans avant les événements de Dragon Ball. Cette planète sera attaquée par ce que Bardock pensera être Freezer, mais qui se révélera être en réalité Shield, un ancêtre de Freezer. Pour sauver la planète, Bardock se transformera en Super Saiyan et blessera mortellement son ennemi qui, avant de lâcher son dernier soupir, révélera l'existence d'un Saiyan aux cheveux dorés à sa famille. D'ailleurs c'est extrêmement stylé. C'est pas parce que c'est pas canon que c'est nul. C'est extrêmement stylé. Est-ce à partir de là que la famille de Freezer s'est mise à redouter les Super Saiyans? Est-ce que Bardock serait lui-même à l'origine de la légende? Bardock serait-il le Super Saiyan original? Bah non. Ce qui est incroyable avec cette théorie, peut pas c'est être qu'elle pourrait Yamoshi. même expliquer d'où vient la légende. Bardock, conscient qu'il se serait piégé jusqu'à sa mort à cette époque, aurait pu prévenir les habitants qu'il reviendrait se venger dans un millénaire. Tout le monde y aurait vu une prophétie légendaire à l'image de la force magistrale qu'il avait su décupler, alors que Bardock ne faisait que dire la vérité. 1000 ans plus tard... Ah oui d'accord, ok. C'est... Bah, ça se tient vite fait parce que, effectivement, il sait qu'il va renaître 1000 ans plus tard, mais pas avec sa conscience. Donc le processus sera le même, du coup ça marche pas de ouf. naîtrait afin de reprendre le combat qu'il avait entamé 1000 ans plus tôt, sans savoir un seul instant que Mais cette c'est ultime stylé. bataille dans le futur serait gagnée par son propre fils, Ok. transformé lui aussi en Super Saiyan grâce au sang de son père qui coule dans ses veines. Cette théorie semble très solide, présentée comme ça du moins. Mais elle n'explique pas pourquoi Bardock... Solide, ouais, enfin, pourquoi, enfin, on parle de Yamoshi, on parle des 5 mecs qui ont fait une révolution contre les Saiyans, a priori c'est pas le cas, et en plus j'ai envie de te dire que, sachant que le Super Saiyan c'est x50, et sachant que Bardock était extrêmement puissant, je vois pas du tout comment il aurait pu perdre en fait. En fait, si Bardock se transforme en Super Saiyan et se bat contre les Saiyans, j'ai envie de te dire, même s'il y a tous les Saiyans qui se mettent sur lui, à savoir que, bah voilà, les plus puissants des Saiyans, Vegeta avait 18 000 sur Terre, et on te dit que c'est vraiment l'élite de l'élite, donc c'est qu'ils sont tous en dessous de 18 000. Donc Bardock était extrêmement fort, avec une puissance de x50, je vois pas comment il peut se faire battre par des Saiyans, même s'ils sont des milliers, hein. Je vois pas comment en fait, donc mais non. serait appelé Yamoshi par la suite, et surtout, En plus, la place de cet épisode spécial dans la chronologie officielle de Dragon Ball ah, il en parle. fait débat. Il en parle. Il y a pas de débat. Quel débat? Voilà, j'espère que ce petit retour de cette théorie vous a plu. J'aurais pu continuer encore longtemps en disant que si... Alors attention, j'ai fait une vidéo un petit peu debunk, etc. Mais la vidéo est excellente. Elle est vraiment superbe cette vidéo, j'applaudis. On a pu voir ensemble qu'il y avait des trucs vraiment super intéressants. Donc merci à Didi Chandodoui pour cette vidéo qui m'a appris des trucs carrément sur Dragon Ball. Ça m'arrive pas souvent, je suis trop content d'apprendre des choses sur Dragon Ball. Il y a des théories qui fonctionnent et des théories qui ne fonctionnent pas. C'était super cool, ça m'a fait grave plaisir d'en parler ici. C'était le Shogun. Tchuss!